alors la FICIF, justement, qu'est-ce que c'est cet acronyme? Cet acronyme, c'est Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France. Donc on a une petite spécificité en France, c'est que nous sommes la seule fédération interdépartementale qui est née en 2013 de la fusion de Paris Petite Couronne et de la FICEVI, c'est-à-dire les anciens départements de la Seine, les Yvelines, l'Essonne et le Val d'Oise. Donc c'est une fédération intéressante, mais assez complexe à gérer, puisque j'ai 7 départements sous ma houlette, si je puis dire, et ça représente combien de chasseurs? On est à 20 000 chasseurs à peu près. C'est-à-dire ça doit être la 4e ou 5e fédération de France. Et je précise avec des territoires, parce que mes camarades présidents de fédération disent « Ah oui, les Parisiens, ils n'ont pas de territoire. » Eh bien, détrompez-vous, nous avons 1600 demandeurs de plans de chasse pour plus de 450 000 hectares de zones chassables. Donc c'est une vraie fédération avec de vrais problèmes. Et je n'insisterai pas sur toutes les difficultés, on est là pour les résoudre. Mettez-vous bien en tête que nous sommes en première ligne pour ce qui est la périurbanité, pour ce qui est l'antichasse, pour ce qui est l'animalisme. Donc, ce que je demande à tous les chasseurs et à tous mes collègues, c'est plutôt de nous aider que de se moquer, comme on le faisait il y a 40 ans, des Parisiens pleins de sous, qui connaissent rien à la chasse. On est, les fantassins, on est la première ligne des chasseurs. Et je peux vous garantir qu'au quotidien, ce n'est pas facile. Mais en même temps, c'est exaltant, parce que j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration formidable, d'avoir des collaborateurs de très haut niveau et passionnés, et un nouveau directeur qui est magnifique. Donc je suis heureux. Justement, à propos de ça, il y avait cet article donc, qui est paru dans le Parisien en septembre 2022, si je me souviens bien, qui titrait en disant un appel d'offres de 200 000 € pour les chasseurs. En gros, on comprenait que vous étiez payé pour réguler les sangliers. Alors ça, on en rêve tous, mais dans les faits? Dans les faits, s'il faut remettre les choses à leur place et remettre l'église au milieu du village, on est où? On n'est pas dans la Lozère, on n'est pas dans le Cantal, on est dans l'Essonne. On n'est pas dans des grandes propriétés de plusieurs milliers d'hectares, on est dans des confettis forestiers. Et ces confettis forestiers, ils sont entourés de zones pavillonnaires, de voies de grande circulation. Ils sont tous les jours, comment dirais-je, fréquentés par des dizaines de personnes à cheval, à pied, à vélo, et de plus en plus avec des motos ou des quads. Donc c'est une chasse extrêmement difficile. Et le Conseil général a souhaité mettre l'effort sur cet aspect. On ne prend plus aucun risque. Pour ne plus prendre aucun risque, veut dire il faut faire appel à des professionnels. Moi, je n'ai pas de honte à dire, on n'est pas les seuls sur le marché, on est des professionnels. Parce que quand vous organisez une chasse de cette nature, je veux dire, il faut avoir des miradors mobiles, il faut avoir un système de communication, il faut avoir toute la chaîne depuis le poste de police jusqu'à la venaison et trouver les gens pour chasser avec les invités du conseil départemental. Donc, si vous voulez, c'est devenu, en plus d'une passion, un métier. Et donc, un métier, il faut qu'il soit bien fait. Première chose. Deuxième chose, le droit oblige le conseil départemental à passer un appel d'offres à partir du moment où le montant comment dirais-je, de ces prestations dépasse un certain niveau exprimé en euros. Donc, le conseil départemental, particulièrement bien géré, et je tiens à le souligner par M. Durovray, qui est un ami de la nature et des chasseurs et qui fait tout ce qu'il peut pour redonner du sens à cette nature, à cet environnement dans son département, a décidé de faire un appel d'offres. Et voilà. Maintenant, l'appel d'offres a été déclaré infructueux. Il va peut-être le relancer, je ne sais pas. Mais, je veux dire, foncièrement, j'ai été choqué. Choqué pour 2 raisons. La première, on nous dit la sécurité, la sécurité, la sécurité. Voilà quelqu'un qui le fait de manière responsable, on le critique. On nous dit les chasseurs en ont marre de voir leurs cotisations augmenter, etc., etc. Nous, FICIF, on a une stratégie. On dit on ne veut pas augmenter les bracelets, on ne veut pas augmenter les cotisations. Dans la mesure du possible, on ne veut pas augmenter la taxe hectare. Ça veut dire quoi? Parce que dans le même temps, notre nombre comment dirais-je, d'adhérents diminue. Eh bien, ça veut dire qu'il faut trouver des recettes en dehors de la poche des chasseurs.
Et on a une piste magnifique qui est la gestion des territoires. Et il y avait d'autres personnes qui ont répondu à l'appel d'offres? Oui, il y avait une autre, je ne les connais pas, enfin une autre équipe qui a répondu. Et dernier point, et c'est aussi ça qui m'a agacé, c'est qu'il est bien évidemment hors de question qu'on arrive avec une horde de chasseurs venant de Paris. Les invités, ce seront toujours ceux du conseil départemental et les chasseurs locaux. Donc, si vous voulez, pour toutes ces raisons, je trouve que c'est tout faux. Et je vais être très méchant, je pense que les réactions ont été, comment dirais-je, spontanées et mal fondées. Ils n'ont pas cherché, les personnes qui se sont exprimées n'ont pas cherché à comprendre. Et je veux dire, si je vous explique ça, maintenant vous comprenez pourquoi. Je veux dire, on ne chasse pas les chasseurs de leur niche. Au contraire, on veut leur permettre de chasser dans de bonnes conditions et sans payer plus cher leurs cotisations, leurs timbres, etc. C'est magnifique que les autres fédérations fassent comme nous. On les aidera s'il le faut pour la manière de gérer. Mais s'il vous plaît, pas de faux procès entre chasseurs. Et du coup, là, cet appel d'offres a été déclaré infructueux, vous le disiez. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, suite à le conseil départemental a continué comme avant à faire appel à des équipes pour gérer les chasses. Et il va relancer, je crois qu'il va relancer ce plan-là pour cette année. En fait, vous avez une expertise sur les forêts périurbaines. Donc, tout à fait, c'est ce que je vous disais en premier... pardon, excusez-moi. Non, mais c'est un problème qui va continuer de toute façon. On sait bien que les sangliers en particulier, voire les grands cervidés, Thomas connaît aussi le problème, ont tendance à se remiser dans des tout petits territoires, parfois des portions entre quelques maisons. Mais même pire que ça, je suis très mal élevé, ça fait 2 fois que je vous interromps. Donc vous êtes chez vous ici, allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? En ce moment, on a nos drones équipés de caméras thermiques qui vont repérer les petits de chevreuils et de biches. Les biches vont faire leurs petits dans les champs de méthanisation ou dans les foins. Et en ce moment, nos équipes se lèvent à potron miné pour aller repérer les biches, enfin les petits de biches ou les petits de chevreuils, et les mettre en sécurité. Et je veux dire, ça aussi, il faut des sous pour acheter des Vous en avez combien d'ailleurs Pour l'instant, on a 2 drones. On va en avoir 3. Et on a 3 télépilotes. Parce qu'il faut aussi former les télépilotes. Vous avez beaucoup d'amateurs qui font ça, je veux dire, de manière illégale. Parce qu'en zone parisienne, ou dans d'autres zones aussi, je veux dire, il faut déclarer son plan de vol quand vous allez utiliser cette... Au-dessus des propriétés privées et tout, bien sûr, on ne fait pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pour des raisons de sécurité, c'est pour l'aviation, pour les manifestations diverses, pour les lignes à haute tension, pour les zones d'interdiction, par exemple les zones militaires ou des choses comme ça. Il faut Et naviguer. Quand vous découvrez un faon, soit de chevreuil, soit de cerf et lave, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le protocole? Alors le protocole est très clair. Si c'est possible, on va détourer, c'est-à-dire mettre une rubalise et le faucheur va faire des tours, mais enfin, c'est pas spécialement commode. Ou alors, on le prend avec des gants, avec une poignée d'herbe, de manière à ne pas laisser d'odeur, et on va le porter bord de champ. Et on s'est aperçu, parce qu'évidemment, on retourne le soir ou le lendemain matin, que la mère, tout de suite, va chercher son petit. Ça fait combien d'animaux comme ça qui sont entre l'année dernière, on commençait, on en a sauvé 60. Ah, quand même. Et cette année, on pense à dépasser 100. Sur tous les départements de la FICIF, du coup, sur tous les Pour départements l'instant, c'est surtout Yvelines et Essonne. On n'a pas encore bien démarré dans le Val d'Oise, mais on va le faire. Et là aussi, je veux dire, vous êtes la victime, entre guillemets, de jugements extraordinaires. Par exemple, les écologistes, ou certains d'entre eux, nous disaient « mais vous n'avez pas le droit ». C'est vrai, on n'a pas le droit de transporter un animal sauvage. Et je dis « d'accord. D'abord, juridiquement, vous avez tort parce que l'urgence prime le droit. Et deuxièmement, vous préférez que votre faon soit transformé en steak plutôt qu'on le sauve ». Deuxièmement, on nous dit « oui, mais alors vous êtes des salauds, vous les sauvez le lundi pour les buter le mardi ». Non, pas du tout. Nous, ce n'est pas le gibier qui nous intéresse. On sauve tout. On sauve aussi bien biche, chevreuil, faisan, perdreau, nigdem criard, busard Saint-Martin. Alors c'est fait que les 2 derniers sont plus rares, donc on a moins de chances d'en trouver. Ce qui nous intéresse, c'est la faune sauvage. Premier point. Deuxième point,
effectivement, il sera remis dans la nature. Mais nous, chasseurs, c'est quoi notre code génétique? Notre code génétique, c'est de donner une belle vie, une belle mort aux animaux. Donc on lui donne une belle vie, on va lui donner aussi une belle mort. Et troisième point, si vous avez dans les ballots de paille ou de foin trop d'animaux comme ça en décomposition, je veux dire, vous allez intoxiquer les animaux qui vont les manger, les vaches. Donc si vous voulez, éthiquement, on se sent vraiment formidable. Et d'ailleurs, il y a très peu de critiques. Tout le monde maintenant veut en faire dans tous les départements. Et ça coûte cher. Et c'est pas facile. Et ça, c'est votre fédération qui supporte les coûts de tout ça. Vous avez pas avec une bonne partie d'éco-contribution. Ah, quand même. Ah oui, oui. Les projets d'éco-contribution. Oui. Mais il a fallu se battre. Parce qu'on nous disait, oui, vous ne partagez pas avec les autres, oui, c'est un amusement, non, vous ne démontrez pas. Bon, maintenant, on est arrivé à faire comprendre. Et vous avez, par exemple, TF1 a fait, il y a 3-4 jours, un reportage de 2 minutes sur le sauvetage des faons. Et moi, pour 1 minute comme ça, j'estime que je suis récompensé d'un an de travail. Et nos collaborateurs sont heureux. Nos administrateurs sont fiers. Donc c'est magnifique. Et on a d'autres réalisations. Et je ne vais pas vous embêter trop avec ça. Justement, une fédération comme la vôtre, vous expliquez que vous étiez un peu sur le front en permanence. Tout à fait. C'est quoi la particularité? Ça veut dire qu'on est dans des grandes villes où justement il y a peut-être plus de gens qui sont anti-chasse, vous avez besoin de plus communiquer, de faire mieux connaître la chasse. C'est quoi les enjeux pour vous? Oui, vous avez bien résumé. L'autre enjeu auquel on pense moins, c'est que la périurbanité, c'est nous aussi. Parce que quand vous êtes à 30 km de Paris, c'est des néo-ruraux qui viennent s'installer et prendre le pouvoir. Et ces néo-ruraux, bon, je les aime bien, on les aime tous, mais ils viennent avec leur certitude. Donc ils sont très réservés, voire hostiles à la chasse. Donc si vous voulez, le paysan qui était l'agriculteur qui était maire et qui gérait sa commune tranquillement, maintenant il doit rendre compte à son conseil qui est pour partie composé de... Donc c'est un monde qui a changé, on le voit pour les nuisibles. Plus personne ne veut s'assumer pour dire que les corneilles, les corbeaux ou les renards sont des animaux qui ne font pas toujours bon ménage avec votre poulailler. Donc, mais tout ça, c'est perdu. Ils n'ont plus aucune notion de la réalité. Et quand je leur explique, ils me disent les renards, c'est gentil, c'est une boule de poil, ça mange des mulots. Ben, nous, dans le 9-3, qui fait partie de ma circonscription, si je puis dire, on a encore un éleveur de brebis, qui est largement sur la Seine-et-Marne, mais qui a aussi quelques bouts de prairies dans le 9-3. Mais savez-vous ce qui lui est arrivé l'été dernier? Il a perdu 20 agneaux mangés par les renards. Le renard, quand il sent que la brebis va mettre bas, il doit y avoir des phéromones, je ne sais pas. Des avortements aussi. Il est derrière la mère, et quand le petit sort, il le boulotte. Et il en a perdu 20. Donc, quand on me dit le renard est un animal sympathique, certes, mais jusqu'à un certain point seulement. Donc, si vous voulez, pour les nuisibles, pour la chasse, pour beaucoup de raisons, on est en première ligne. Et on est en première ligne aussi parce que vous avez des propriétaires ou des grands propriétaires ou la moitié du CAC 40 qui veulent faire comme l'American Prairie, qui veulent racheter des propriétés et les laisser comme ça se développer et ne pas gérer les sangliers. Parce que nous, derrière, il faut qu'on gère les dégâts de gibier. Et petite fédération, on en a quand même pour 2 millions d'euros de dégâts l'année dernière. Et justement, comment vous voyez l'avenir? Parce que vous êtes un peu quand même face à un paradoxe de urbanisation grandissante, mais aussi population de sangliers qui augmente. Ça, c'est le cas partout en France. Comment vous arrivez à gérer ça au quotidien? Oh, ben, je vois ça avec beaucoup d'optimisme, parce que sinon, il vaut mieux que je démissionne tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut qu'on poursuive ce qu'on a fait, à savoir être plus directif avec les points noirs, obliger les gens à chasser. Vous avez par exemple le cas d'un refuge à Space, ils ont 120 hectares de propriétés pas closes, avec des trous partout, ce qui fait que leurs sangliers, c'est un vrai élevage, sortent la nuit boulottés dans les champs.
et le jour sont tranquillement là-dedans. Et notre lieutenant de louveterie qui vient de démissionner parce qu'il en avait assez, sur les 2-3 dernières années, vous savez combien de sangliers en tir de nuit il a tué? 300. C'est énorme. On a fait un recours devant le tribunal administratif qui nous a dit en 3 fois, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de dégâts excessifs, vous n'apportez pas la preuve, etc. etc. Ça, c'est complètement décourageant. Je veux dire, il y aurait beaucoup à dire sur le travail qu'on doit faire pour mieux expliquer nos contraintes aux juges, quand il veut bien nous écouter. On dit que les nouveaux chasseurs viennent plutôt des grandes villes. Désormais, il y a une proportion de plus en plus nombreuse de chasseurs dits urbains. Est-ce que vous, dans les inscriptions au permis de chasse, vous sentez qu'il y a une tendance dans ce sens-là? Oui, vous avez raison. Ce qu'on sent surtout, c'est qu'il y a une forte appétence des jeunes pour la chasse. On n'a jamais eu autant de candidats pour le permis de chasser. Et des femmes aussi, c'est toujours un chiffre en hausse, ça c'est la Oui, FNC oui. On essaye de faire toujours plus et mieux, mais on dépasse les 10%. Ce qui, comparé à la France, c'est quand même mieux, ouais. Beaucoup mieux. Et donc, c'est vrai qu'on ressent ça, et c'est pour ça aussi que j'ai lancé une formation qu'on va mettre en place avec les chasseurs de grand gibier à la rentrée, où tous ceux qui viennent de passer le permis, les nouveaux permis, ils ne sont pas nécessairement jeunes, ils peuvent être cadras, ils peuvent être quinquas, ils peuvent être retraités. On va leur organiser une séance de formation à la carabine. Parce que sinon, je veux dire, vous passez votre permis, vous passez votre permis, vous achetez une carabine sans passer par un armurier, ce qui vous expose au pire des convenus, et vous allez dans la nature comme ça. C'est pas supportable si on n'a pas quelqu'un de chasseur dans sa famille. Donc on va organiser une formation de comment on tire avec une carabine, comment on se comporte, comment on la porte, comment on vise, comment, etc., etc. Et moi j'ai suivi la formation pour voir, c'est magnifique. On apprend énormément de choses, on est tous des gamins. Indispensable demeurant d'ailleurs. Oui. Ça devrait être absolument indispensable. Vous avez raison, mais moi j'ai 1200 nouveaux permis chaque année. Si vous voulez organiser une formation au maximum par 10 de 120 qui aura lieu le week-end, vous allez expliquer à mes personnels qui vont d'abord travailler le week-end et prendre... Oui, bien sûr, il y a une mise en donc place. c'est pour ça que je rends hommage aux chasseurs de grand gibier et à Gérard Bédarida qui vont nous aider à mettre en place ce système. Et je veux dire, moi, ça me paraît la moindre des choses. Parce que j'ai le souvenir affreux d'être le premier chasseur de ma famille, d'avoir acheté une carabine à lunettes, d'arriver dans un lieu prestigieux. Et ben, à la première balle, j'ai été conduit chez le médecin pour... Ah oui. Ben oui. Fameux boulay. Ben oui. Ben oui. Ça arrive souvent, oui. Le Wetherbekis, c'est veut dire, et ça, je veux l'éviter à tous ceux qui vont commencer à chasser et poser des questions autour de vous. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Je ne suis pas le seul, mais il y en a beaucoup qui ne s'en vantent pas. Donc ça aussi, si vous voulez, les drones, les néo-ruraux, les jeunes chasseurs, on a 1000 choses. Beaucoup de projets. Oui.